On va commencer le Daf Yud Aleph. La Gemara dans la page précédente, et c'est une suite logique de ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une notion de Chazaka. C'est quoi la notion de Chazaka? Alors, c'est un grand sujet, et voilà, on survole, mais l'idée de la Gemara, c'est de savoir, de trouver une source dans la Torah, d'où on sait qu'on s'appuie sur une Chazaka. Qu'est-ce que Chazaka? La conclusion de la Gemara, c'est que l'exemple qui est l'exemple de Chazaka qui nous permet d'apprendre de la Torah que la notion de Chazaka existe, c'est quoi? C'est le din qui concerne le Kohen qui va décider qui va se prononcer au sujet d'une tâche dans les maisons, où c'est marqué dans la Torah que le Kohen viendra, littéralement c'est marqué dans la Torah, le Kohen viendra, verra et anega, il va observer, il va ausculter, il va voir la tâche, il sortira de la maison et il se prononcera. Encore une fois, il rentre dans la maison, il observe, il sort de la maison, et après seulement, une fois sorti, il va se prononcer. Pourquoi? On sait que le Kohen, la tâche n'impurifie, la tâche de Tzarat, donc c'est la lèpre qu'on a l'habitude de traduire, même si c'est pas ça, puisque c'est quelque chose qui est complètement spirituel, donc c'est pas une maladie comme on l'entend. En tout cas, elle l'impurifie. Maintenant, tant que le Kohen ne s'est pas prononcé, ça n'impurifie pas. C'est le fait de trancher, de le prononcer, que ça prend effet. Même sur lui. La tâche n'impurifie pas. La tâche impurifie une fois que ça soit prononcé qu'elle impurifie. D'accord? Non, on parle pas de cette Chazaka. Juste un instant. Donc dans Tzarat, c'est marqué, le Kohen rentre, il observe, il sort, il se prononce. Maintenant, quand il s'est prononcé, il était où? À l'extérieur. La question est de savoir comment il peut se prononcer une fois qu'il est sorti. Peut-être le temps de sortir, la tâche a évolué ou il s'est modifié. Question, comment on appelle ça? Chazaka. C'est quoi Chazaka? Le fait qu'il a vu il y a quelques instants une tâche et il a défini comme étant une tâche qui impurifie, eh bien, Machéaya, l'état de la tâche, je suppose qu'elle n'a pas changé jusqu'au moment de la sortie. C'est la Chazaka tant que tu n'as pas de raison de supposer qu'il y a quelque chose qui a changé la donne, eh bien c'est ce qu'il y a. D'accord? On est bon, ça c'est Chazaka. Toi tu parles d'une autre Chazaka. Toi tu parles d'une autre Chazaka. Ce qui est la Chazaka de Shaloshanim, c'est ce qu'on étudie le dimanche. La Chazaka de Batra, à savoir toute personne qui aura occupé un bien immobilier pendant une durée de 3 ans, cette exploitation-là, avec le silence du premier propriétaire, ça pourra faire office, ça pourra appuyer son argument qu'il est bien propriétaire. C'est une autre Chazaka complètement différente. C'est toujours dans la même famille de Chazaka, mais ça veut dire que c'est une supposition qui va être basée, ici en l'occurrence, sur un silence. 1, une exploitation. 2, silence. Si tu considères que cet occupant-là en question, c'est un voleur, où tu étais pendant 3 ans. Et donc il sera crédible de prétendre je l'ai acheté. Ça c'est la Chazaka, d'accord? C'est la Chazaka. C'est pas le sujet, Michel. Mais c'est pas le sujet. Nous la Chazaka qu'on parle en question, c'est notre type de Chazaka complètement différent. C'est ce qui avait et. Donc j'avais l'information, j'avais la connaissance, j'avais une situation qui était définie, qui était connue. Aujourd'hui, effectivement, il y a un petit doute. Peut-être ça a été modifié, peut-être ça a changé, peut-être ça a évolué, peut-être c'est un petit peu différent. Chazaka. On est bon? Ça c'est la source de Chazaka. Maintenant, effectivement, pas toutes les Chazakot sont les mêmes. Il y a plusieurs cas de figure. Nous, on a parlé de Chazaka. Pourquoi on est arrivé à ce sujet-là? Parce qu'on a parlé de la Chazaka de la bête, à savoir la bête, tant qu'elle n'est pas shritée, tant qu'elle n'est pas égorgée, elle est quoi? Elle est considérée interdite à la consommation. Pourquoi interdite à la consommation? Une bête, tant qu'elle n'est pas égorgée, elle est interdite à la consommation. Pourquoi?
dans son état, elle est interdite à la consommation. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas achetée. Comment ça s'appelle? Chazak s'appelle, il y a un interdit dans la Torah, ça s'appelle Ever Minachai. C'est-à-dire, en l'état, tu ne peux pas la consommer, puisque tu n'as pas le droit, on a l'interdiction. Elle fait partie des choses interdites. Oui, parce que comment il s'appelle l'interdit? Tu n'as pas le droit, vivante, ça s'appelle Ever Minachai, tu n'as pas le droit de prendre une partie de la bête alors que la bête elle est vivante. D'accord? Donc elle est interdite. Maintenant, une fois qu'elle est shritée, eh ben, l'action de la shrita la met dans une nouvelle état, à savoir, c'est une bête shritée. Donc c'est une bête sur laquelle il n'y a plus l'interdit qui était à l'origine. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui en découle le fait de statuer une chazaka? Eh bien, tout dépend. Dans le cas où j'aurais un doute si ça a été shrité. D'accord? Donc jusqu'à la shrita, elle est quoi? Interdite. Maintenant, il y a une action qui s'est passée ici, qui s'est produite. Il y a la shrita. La shrita va lui faire changer de statut. Maintenant, si ton safek, il est sur la shrita, c'est-à-dire que tu ne sais pas s'il y a une bonne shrita. D'accord? Donc tu as un doute. Comment tu vas procéder? Comment tu vas trancher dans ce sujet-là? Est-ce que tu vas dire, la Gemara nous dit, tant que tu ne sais pas que c'était shrité, eh ben, tu lui appliques la règle de son statut antérieur. C'était quoi son statut antérieur? Il était interdit à la consommation. Mais ça, interdit à la consommation. Ah, c'est shrité, oui, mais tu as un doute si la shrité elle est bonne. Mais bon, c'est la chazaka. Et il peut avoir la chazaka inverse. Une fois que la shrité elle est bonne, eh ben elle est autorisée. Et donc même si tu as un doute, qui serait un doute qui viendrait après, par exemple, la Gemara a donné un exemple, tu sais pas si une partie de la bête a été arrachée par une bête féroce, et il y a les griffes, mais tu sais pas si à cet endroit-là, peut-être il y avait un problème de cachot, peut-être il était tréfa, et bien là aussi tu appliqueras la chazaka. Pourquoi? Parce que dès le moment où tu as shrité, elle est passée du statut non consommable à consommable. Donc tant que tu n'as pas d'information qu'elle n'est pas consommable, elle est consommable. Mais bon, bien sûr, dans le cas où tu n'as pas les moyens de vérifier, sinon si tu peux vérifier, tu vérifies. Donc ça va être le sujet. Ça c'est chazaka. On a dit un petit peu très superficiellement, et c'est qu'en partie. Mais en tout cas, c'est l'idée de chazaka. On est bon. On a donné un exemple simple. Notre exemple qu'on trouvera dans la Gemara, et très souvent c'est d'accord de chazaka. Une femme mariée, tu as un doute si on lui a donné le guet, ou si elle a reçu le guet, ou si le guet est cachère. Elle statue quoi? Mariée. Elle était mariée, jusqu'à présent elle était mariée. Tu as un doute, est-ce qu'elle est plus mariée? Eh bien elle est mariée. J'ai pas preuve du contraire. D'accord? Et ainsi de suite. L'inverse. Une femme qui est célibataire. Et tu as un doute si on lui a donné des kiddushin, si on l'a mariée. Eh bien on dira quoi? Célibataire. Chazaka. Alors est-ce qu'on appelle? Mais c'est l'idée, d'accord? L'idée de Chazaka. Donc c'est Chazaka. Maintenant c'est ce qu'on appelle Chazaka d'Emeikara. C'est-à-dire qu'on va appliquer le statut qui nous était connu, on va le faire poursuivre. Okay? On peut avoir aussi dans le mikvé. Tu avais un mikvé, d'accord? Tu as un mikvé qui était statué cachère et qui remplissait toutes les conditions. Et une personne s'est trempée dedans. D'accord? Maintenant, tu as un doute. Alors, ça dépendra des types de doutes. Là-bas, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, pareil. Tu dis que normalement, il est cachère. Kol mikvéa, méméa théorim. Kol mikvéa théorim. Des fois, il n'y a pas de raison. Si maintenant, tu as une raison de poser la question, alors là, il faut savoir où il est placé le safek. Alors, par exemple, pour la shrita, la Gemara l'a dit qu'il y avait une discussion. Si après la shrita, et ça je fais une petite révision de ce qu'on a vu dans la page précédente, si après la shrita, tu as trouvé un problème sur le couteau, c'est après la shrita, est-ce que ça s'appelle que tu as un safek sur la shrita, et donc est-ce que ça a changé de statut, ou bien non? Le couteau, c'est un autre problème, c'est un autre élément. C'est vrai que la shrita, tu le fais avec le couteau, mais il est où ton safek? Ton safek, il n'est pas sur la shrita, il est safek sur le couteau. Donc Rav Friza, nous dit, c'est pas ce qu'on retiendra, si, on tiendra dans un cas de figure, ok? Le safek il est où? Donc là, après la shrita, d'accord, le type il a fait la shrita de la bête,
Après la shrita, il a cassé des os avec son même couteau. C'est quelque chose à ne pas faire. Normalement, le couteau de shrita, on le garde pour la shrita, on ne coupe pas les os. Mais lui, il a coupé des os après. Il vérifie le couteau à la fin de la journée et il voit que le couteau, il est pigmenté. D'accord? Et donc, on peut se poser la question. Quel était l'état du couteau au moment de la shrita? Est-ce que je vais dire, le couteau, il était caché avant la shrita, parce que je l'ai fait vérifier, je l'ai fait montrer. D'accord? Et maintenant, je vois il a un problème. La question de savoir, est-ce que je vais craindre qu'au moment de la shrita, il y avait déjà un problème, ou bien non, le problème, il est venu à la fin. C'est une discussion dans la Gemara. Il y a un avis qui dit, peut-être, aujourd'hui, tu as quoi? Tu as un couteau devant toi qui a un problème. Au moment de la shrita même, est-ce que tu étais certain à 100% que le couteau était caché? Non. Eh bien, tu sais quoi, le problème que tu as devant toi te ramène à avoir un doute sur l'action de la shrita. Est-ce que ça l'a rendu caché ou pas? Et donc, c'est pas caché. Premier avis. Deuxième avis, non. En réalité, le problème, il est où? Oui, qu'est-ce qui te fait poser la question? C'est l'état du couteau. L'état du couteau, c'est pas la shrita. C'est deux choses. Il y a la bête et il y a le couteau. Effectivement, c'est sûr que c'est la bête qui va permettre, c'est le couteau qui va permettre à la bête de devenir cachère. Mais ça s'appelle que mon safek, il est où? Sur le couteau. Eh bien, le safek qui est sur le couteau n'est pas aussi important et je le prendrai pas suffisamment je vais pas valoriser en valeur. Je vais pas prendre pour dire que peut-être même au moment de la shrita c'était pas caché. Donc ça c'est les deux avis. On va vérifier normalement. Pour Rov, d'où on sait qu'on va selon la majorité. Parce que c'est une forme de chazaka, ça? Oui. Tu vas trop vite, pourquoi? Mais Mena Mintla d'Amourabanan Zibatarouba, Yuda Lefa Moudalef, deuxième ligne. Mena Mintla d'Amourabanan Zibatarouba, d'où vient où est l'origine dans la Torah de ce que Chachamim disent qu'on va selon la majorité. Menanan, dire tu vas faire Raminatot, c'est quoi ta question? Mais c'est marqué dans un passouk, c'est un passouk explicite, la Raminatot. L'Akma a dit non. Le passouk qui parle de quelque chose de particulier. Rouba Deite Kaman. Et moi, je parle de Rouba Delite Kaman. C'est quoi Rouba Delite Kaman? Traduction, un rov qui est devant moi. C'est-à-dire que quand le rov, c'est un rov qui me parle, qui répond à une question, donc en réalité, je traduis dans mes mots, la majorité me parle et me pousse à faire quelque chose parce qu'il est présent. Ça veut dire il a son lieu, il a lieu d'agir en fonction de ce qui est prononcé parce qu'il le prononce. Alors que Rouba Delite Kaman, c'est quoi Rouba Delite Kaman? C'est des statistiques. D'accord, je donne des statistiques. Rouba Delite Kaman, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une majorité qui est existante, mais je ne sais pas si ça fait partie de la majorité. Quand je suis au Bedin, je sais que je suis au Bedin, d'accord, il y a un sujet, il y a une question qui est posée. Et la Torah nous dit, tu feras comme la majorité. Mais parce que la majorité se prononce. Donc j'ai une majorité qui est parlante à ce sujet. Donc j'ai la majorité qui est concrète, réelle, présente sur les faits. Alors que quand tu parles d'une majorité théorique, pas théorique, qui existe, mais qui n'est pas forcément réelle dans ma question. Parce que, d'accord, quand j'ai trouvé un bout de viande, par exemple, d'accord, et je sais qu'il y a 9 boucheries cachères et un boucher pas cachère, d'accord, mais les bouchers qui se trouvent dans la ville et la viande que j'ai trouvée, ils ne sont pas liés. Ça s'appelle une majorité qui est pas présente. Elle n'est pas présente. Elle est présente en théorie, elle est présente extérieurement, mais pas à ce sujet. D'accord? Donc c'est ça la question. La question de la Gemara est, même si la Torah nous dit de suivre la majorité du Bedin, c'est pas pour autant que je vais m'appuyer sur une majorité existante qui est générale pour résoudre un problème qui se présente à moi, où j'ai un safek, est-ce que ça vient du kasher ou du pas kasher? D'accord? Donc c'est une question qui est ouverte. Alors, juste pour une petite introduction, on va rappeler quelque chose, qu'on sait que dans le Rov, il y a deux notions du Rov. Il y a la notion du Rov qui me dit je tranche et je suis la majorité. C'est-à-dire quoi? La majorité est suffisante pour faire basculer. Ou bien, sous une autre forme, on le dit Roubo Kekulo. La majorité, c'est comme la totalité. Donc ça veut dire que la majorité est essentielle. On est bon ou pas? Et il y a une autre dimension dans le Rov. C'est que le Rov annule la minorité. Quand par exemple dans ta rovette, quand on dit qu'il y a une goutte de lait, n'est-ce pas, qui s'est mélangée dans un plat de viande,
eh ben, la goutte de lait, elle est annulée. Donc il n'y a plus de lait. S'il y avait du lait, c'est interdit. Parce que forcément, on est obligé de dire que la notion de rov dans ce cas de figure-là, c'est que ça l'annule, sinon c'est interdit. Sinon, il est où l'interdit? Où il se volatilise l'interdit. D'accord? Oui, bien sûr. Donc, on n'est pas visible. Donc, forcément, il y a deux notions de rov. Et même les Mefarshim traitent comment j'apprends ces deux notions de rov dans ce même passage, etc. Ok. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est les deux notions de rov. Et les deux notions de rov, ici, on pose la question. Donc, la elle va dire, on y va. Donc, après Rabim dit Takaman qui compte Shachanot Veselendrin, Lokaim Bayalan, Kaim Bayalan, Ruba Delite Kaman, qui compte Katan Viktana Minala. Donc, le Katan Viktana, c'est quoi un rov Delite Kaman? L'exemple de l'Agmara, c'est par exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va laisser des jeunes mariés, plutôt mariés, est-ce qu'on va autoriser un jeune homme de faire donc il est plutôt l'actana, après il faut rentrer dans la soudia, mais en tous les cas, de faire yiboum avec sa belle-sœur alors qu'elle est encore mineure. C'est quoi la question? Donc une mineure, elle peut être mariée par son père, comme on a dit. Le père a le droit de marier sa fille avant 12 ans. Donc il a marié sa fille. Il a marié sa fille avec Reuven. Reuven est décédé. Le frère de Reuven s'appelle Shimon. Et Shimon, c'est aussi un enfant. Il n'est pas encore, alors un enfant, c'est compliqué, mais en tous les cas, d'accord. La question est de savoir, est-ce qu'on va les laisser faire Iboum ou pas? Voilà, Chazak. Et c'est quoi la question? Mais peut-être, quand ils vont grandir, il va s'avérer qu'ils sont Aïlonites, Chazak, Aïlonites. Donc ils sont en incapacité, ils sont stériles. Et s'ils sont stériles, il n'y a pas de mitzvah. Et s'il n'y a pas de mitzvah, le mariage, il est interdit, parce que c'est sa belle-sœur. Tout ce qui est autorisé de se marier avec sa belle-sœur, de faire la mitzvah, de Iboum, c'est dans le cas où il est en mesure de procréer. Donc comment tu vas lui autoriser de faire un Iboum alors que peut-être il est stérile? Réponse, on va selon le Rov. C'est ça la réponse. La question c'est d'où tu sais ça? D'où tu as pris cette notion de Rov? L'agma va dire, Siman Shvach Machmesh. Ata, Merecha Shelola. Donc l'agma va donner plusieurs exemples en un mot et oralement. Tous les corbanotes, n'est-ce pas, en un mot, les corbanotes où la Torah nous exige de faire un korban, on sait qu'un korban n'est caché seulement s'il n'est pas tréfa. Comment tu peux le faire korban alors qu'il manque de vérification qu'il n'est pas tréfa? Forcément, c'est Rov. Ça va être l'Agmara. Après l'Agmara, elle va refuter. Le korban, il vient après la shaita, après la vérification. Non, alors, il y a des endroits où tu ne peux pas vérifier. Chazak, on va voir l'Agmara. L'Agmara dit Venita Chotanitachea, la Ola, par exemple, le korban Ola. Il y a certains parties, il y a une manière de découper la bête qui ne me permet pas d'avoir accès à certains endroits qui ne peuvent pas être coupés. D'accord? Donc par exemple, Krum chez le noir, donc c'est savoir est-ce que la cervelle elle a été touchée ou pas. Du fait que la Torah nous dit de couper la tête en un bout, eh ben, tu ne veux pas couper la tête en plusieurs bouts. Donc tu ne veux pas faire une autopsie à la tête, de la tête. D'accord? Tu ne veux pas couper. Là, elle va se dire toutes sortes de réponses. En tout cas, Atia Merecha Shelola. Donc la tête de la Ola, la Torah nous dit de le couper. Il y a une certaine manière de découper la Ola. Et la tête, elle est entière. Donc tu ne sais pas ce qui se passe dans la cervelle. D'accord? Donc tu peux vérifier. Donc peut-être cette pellicule au-dessus de la cervelle, elle a été percée et donc c'est tréfa. Et la vamrinan, forcément, on dit que la majorité des bêtes ne sont pas atteintes et donc c'est un rov. L'agma dit d'alfé les ubadakle. L'agma dit non. Toi, tu me dis du fait que tu ne veux pas faire une autopsie. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas couper la tête en deux. Et l'agma dit effectivement, peut-être que tu ne veux pas couper, mais tu peux surélever et couper seulement de manière à avoir accès à la cervelle sans la couper en morceaux. Ce que la Torah m'interdit, c'est de couper en morceaux la tête, mais de couper ainsi, exactement, décaloté, ce sera autorisé. Et donc là, il n'y aura pas de problème. Donc là, on m'a dit, qui t'a dit que le korban, tu le décalotes pas? Peut-être tu le décalotes et tu vérifies qu'il n'y a pas eu de problème là-bas dans la cervelle. Marbere de Ravina, Mar, Atem Shvirat Etzem Pesach. Une autre dracha, dans Pesach c'est marqué, Vetzem le Tishborbo, donc on a l'interdiction de casser les os du corps de Pessah. Là aussi, donc ça veut dire que, à nouveau, si tu ne peux pas casser les os, automatiquement, ça ne te permet pas de faire des vérifications qui sont derrière l'os
pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Pareil, peut-être la cervellette, donc forcément, pour arriver à la cervelle, il faut casser le crâne, d'accord? Il faut mais t'as pas le droit de casser le crâne de la bête. Donc comment tu y arrives? Forcément, et là c'est un corban, et un corban ne peut pas être tréfa, donc forcément tu fais pas de vérification de la cervelle, forcément ça veut dire que tu t'appuies sur la majorité des bêtes qui ne sont pas atteints à la cervelle. Et là, Je m'excuse. Vous la notion de robe. Quand on a une certitude, on parle de rab. En simplifiant très. On cherche à savoir comment tu as une preuve que tu t'appuies sur le robe dans la Torah. La Gemara elle répond forcément. Pourquoi forcément? Un korban ne peut pas être tréfa. Tréfa, c'est pas soul. Ah, comment tu garantis que le korban Pesach n'est pas tréfa? Peut-être à l'endroit de la cervelle, c'est une tréfa. Et tu ne veux pas atteindre la cervelle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de casser l'os. Donc forcément, tu n'as pas vérifié. Comment c'est caché sans vérifier? Parce que la majorité des bêtes. Parce que tu t'appuies sur le robe. Point. C'est une preuve irréfutable, a priori, que tu t'appuies sur le robe. La Gemara va dire pareil, là aussi, pareil. La Torah elle interdit de Etzem Lotij Berubo, on n'a pas le droit de casser l'os. C'est seulement si Dilma de Manach Gomerta Alev et Kalele ou Badikle des Tania, peut-être que ce que la Torah interdit, c'est uniquement de casser l'os, de fracasser l'os, mais si on le brûle, le crâne, eh ben il n'y a pas de problème. Les Tania Mechater, Begidim va Sorev Ba'atzamot, donc Sorev Ba'atzamot, ce que la Torah dit Etzem Lotij Berubo, c'est pas brûlé. S'il a été brûlé le crâne, on n'a pas enfreint l'interdiction de casser les os. Pareil, la alia, donc la partie arrière de la queue de la bête. Là aussi, pareil. Comment on sait, on n'a pas fait une vérification de la colonne vertébrale. Donc, Chotashidra, peut-être que Nifsa Chotashidra. Et là, Mishum Dabrinan, Zibatarouba, Vechitema de Mété, Pasiklo Mateate, Amachmana, Makom Shekliotson, Maïd, Dimad de Patakle ou Badiklag, m'a dit non, peut-être fait une vérification de l'intérieur. Vi Mishum Tima, Nemile, Echad Echatra Ligamra, Vachad de Laïf Litlanba, là aussi pareil, tout ce que c'est marqué Temima, c'est-à-dire que ça ne doit pas être sexuel, ça ne doit pas être coupé, mais d'éventrer, de couper, en ne séparant pas les bouts, ça s'appelle pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication avec Temima. Ravchet Beredera Vidi Amar, Atam Egla Arufa. La Egla Arufa, également Damar Hamana Harufa. Donc c'est quoi Arufa? La Egla qui est Arufa qui sera décapitée. Mais Egla Arufa Damar Harufa Kshi Shlema, on apprend d'ici, la Arufa, c'est-à-dire qu'elle doit être Shlema, elle doit être entière, la bête. Donc d'ici on apprend, Velechojima Trefai, peut-être qu'elle est Trefa. Et là, Mishumna, on a dit Batarouba, forcément, c'est qu'on s'appuie sur la majorité. La Gemara dit Vechitema Menafkamina, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit Trefa? D'accord? La Trefa. C'est pas parce qu'elle est tréfa que c'est pas un korban ici, c'est pas la consommation, c'est une égla. La Gemara dit non, c'est marqué, on apprend Maïnafkamina, Amradevramina, Kapara Ktiva, Ke Kodashim. C'est marqué qu'avec cette Minika Perla et Madame, c'est marqué avec la égla Arufa sera une expiation pour cette faute-là qui a été l'Egla Arufa, c'est lorsqu'on a trouvé un cadavre entre deux villes et on ne sait pas qui est l'assassin, eh ben les ékénimes de la ville devront se laver les mains, d'accord, en proclamant qu'ils n'ont pas connaissance et qu'ils n'ont pas trouvé l'assassin et qu'ils ne sont pas responsables, ni Kaperla et Madame, donc il y a une kapara. Donc si c'est kapara, c'est en parallèle, en juxtaposition en comparaison avec les corbanotes qui sont kapara, et donc de même que les corbanotes, ils ne peuvent pas être tréfa, et bien pareil, la Egla enfin ne peut pas être tréfa. Et là, pareil, on n'a pas le droit de faire d'autopsie, parce qu'on ne peut pas, on devra faire un rifa, on devra la décapiter quand elle est entière, on ne fait pas de vérification. Donc comment tu sais qu'elle n'est pas tréfa? Forcément, on va selon le robe. Rabar Shila Maratem mi Paradouma, également Dama Hamana Veshachat, Vesaraf, Mashreta Shlema, Absefrata Shlema, même si on a dit que ça pourrait, même s'il n'a pas été shlema, c'est quand même valide, mais en tous les cas, la mitzvah, c'est de la brûler intégralement. Et Torah et Bessara Pirsha Isrof, intégralement. Donc tu n'as pas fait de vérification. Donc d'où tu sais que la paradouma n'est pas tréfa, forcément que tu vas selon le robe. Et qui a dit que c'est un problème tréfa? Qu'elle soit tréfa, c'est pas le problème. C'est pas un korban, c'est pas une consommation. Non, là aussi la paradouma. Mais le robe, il n'y avait pas beaucoup de vaches rousses. Alors, non, mais c'est la vache. Non, la rousse, c'est un détail. Franchement. Les vaches, les bêtes. Non, mais les bêtes en général, elles ne sont pas tréfa. C'est ce que ça veut dire. La majorité des bêtes ne sont pas tréfa. Dilma tréfaï, et là, Mishum Damrina, Dilma Tarouba, Vechitema Menafkamina, Khatat Keachamana. La paradouma, c'est vrai que c'est pas un korban. Ça s'appelle seulement Koché Bedekabaït. C'est pas un korban, c'est pas un... Mais la Torah l'appelle Khatat. Mais Khatat, c'est Menida Khatati, c'est un Khatat. Et donc Khatat, à nouveau, on en fait le parallèle avec le korban Khatat, de même qu'un korban Khatat ne peut pas être tréfa, celui-ci aussi ne peut pas être tréfa. D'où tu sais qu'il n'est pas tréfa, alors qu'elle est brûlée intégralement, donc tu as fait aucune vérification interne, forcément c'est que tu t'appuies sur le robe. Ravacha bar Yaakov Amar Atem Bisirim Mishtaleach. Sirim Mishtaleach, pareil. Mishtaleach c'est marqué
que le Seir la Azazel, d'accord, il est le Seir, il y avait, c'était une paire de Seir, d'accord, Shena Seirim, Vemidotab. Les Shne Seirim ils devaient être achetés ensemble, etc. Maintenant, le Seir Khatat, tu peux dire que tu fais la shrita, tu fais le korban, et après tu fais une autopsie, tu vas faire une vérification. Mais le Seir la Azazel, tu le jettes entier, tu le jettes vivant, donc tu n'as pas fait de vérification, donc peut-être lui il était tréfa, et donc c'est invalide. Donc comment tu sais que le Seir la Azazel n'est pas tréfa? Donc si j'ai vu le rouge, Dilma Khadmina ou tréfa. Alors même, effectivement, et là, parce qu'on a dit Shnia Serim, donc les deux doivent être pareils. Donc de là on apprend que lui aussi ne peut pas être tréfa. Donc la Gemara dit, la Mishumna, Nazibatarouba, Vechitema Minafkamina, En Goral Kove Alazel, Bedavar Aoui Lechem, Vechitema, donc forcément, il ne peut pas être tréfa, pourquoi? Parce que En Goral Kove Alachem, un Goral, on peut parler de tirage au sort, seulement si les deux sont potentiellement cachers pour l'Hachem. C'est vrai que celui-ci, c'est pas un korban, admettons, même si c'est Azazel, mais il doit être potentiellement choisissable en tant que, on pourrait le tirer au sort pour l'Hachem. Donc forcément, le korban Azazel doit être également pas tréfa. Et donc, forcément, on s'appuie, mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'autopsie possible, puisqu'il était jeté par la colline, au-dessus de la montagne, et il était déchiqueté, donc il n'y avait pas de vérification. Et Rav Maria Marata mi Maki Aviveimo. Une autre source. Maki Aviveimo, c'est marqué celui qui blesse ses parents, d'accord? Aviveimo. Qu'est-ce qu'il est passible de quoi? Chayav Mita, il est passible de mort. Maintenant, la question est de savoir, Machana Kateviechot Jima Lo Avavim, qui a dit que c'est son père? Qui t'a dit que le père c'est le père? Et là, Mishumna, Bataruba, Verov Beilot Acharaba. C'est-à-dire, même si il pourrait avoir un doute, et on ne fait pas de vérification ADN, etc. Et toute la suite de la Gemara, les différents exemples vont être autour des condamnations. Comment tu peux condamner une personne alors que tu n'as pas la certitude qu'il remplit toutes les conditions? Entre autres, pour le père. Il a blessé son père, peut-être c'est pas son père. Donc le fils, il va dire, mais tu m'as dit que c'est mon père, mais je ne sais pas que c'est mon père, c'est pas mon père. Va vérifier, d'accord? Rov Belot Acharbal, une personne qui est un couple qui vit ensemble, n'est-ce pas? Eh ben, on suppose que la majorité des relations sont par le mari. Donc la majorité, il y a une majorité de chances que même s'il y a eu une relation extra, eh ben la majorité c'est par le père, et donc c'est forcément probablement pas. Peut-être que non, effectivement, on ne pourra pas condamner un fils qui a blessé ses parents, si ce n'est la situation où on est certain que c'est le père. Comment ça, on est certain que c'est le père? Eh ben ils étaient emprisonnés. Donc il n'y avait pas de possibilité que la femme le trompe. Là, m'a dit même bêta souris, ma filouachi, il y a une règle, il n'y a aucune garantie, aucune certitude qu'il n'y a pas eu de relations extra, et donc forcément on s'appuie sur le rov. Rav Kana Maratia Mehoreg est un nefesh, l'assassin, la marana katlé. Comment peux tuer un assassin? Dilma trefa ava. Peut-être que lui-même il était peut-être que la victime, elle était tréfa, et si la victime elle est tréfa, eh ben on peut pas condamner l'assassin. Et tu peux pas dire que tu vas faire une autopsie après le meurtre, puisque c'est porter atteinte à la dignité du défunt, et ça on le fait pas. Si tu vas me dire, mais peut-être que là, oui, tu as une autorisation, tu as une dérogation de faire une autopsie pour ne pas tuer l'assassin alors qu'il n'est pas coupable, en tout cas il n'est pas exécutable. Comme ça, même là, en réalité, tu ne pourras pas vérifier, parce que peut-être il a mis un coup de couteau, mais peut-être qu'à l'endroit du couteau, il était déjà tréfa. Alors ça, c'était un sujet qu'on a déjà vu. Et bien maintenant, on peut se poser la question, pourquoi on ne dit pas sur ça Chazaka? En tout cas, l'agma a dit, Ravinama, mais Atamedim Zomina, Mahamna, Vesem Kachazam, Vilechut Jima, Arda Sidoube, Trefa, Hu, Hava, et la Mishum Damina, Zilba Taruba, Vechitem Vatkinale, Vatan Berebio, Merlo, Argun Eragim, Argun Eragim. Dans l'assassin, quand il y a une victime, alors oui, tu peux dire que tu peux vérifier la victime qui est décédée. Tu vas vérifier s'il n'était pas lui-même, il était en bonne santé jusqu'au moment du meurtre. Mais quand dans Edim Zomemi, les faux témoins, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que les faux témoins vont être condamnés pour avoir témoigné que quelqu'un est Chayav Mita, et cette personne en question
tu ne peux pas savoir si lui-même, la personne qu'ils ont accusée à faux, est-ce qu'elle est, peut-être elle était très forte, et elle, tu ne peux pas vérifier. Comment tu vas faire une autopsie sur cette personne? Elle est vivante. Donc cette personne, tu peux pas, il n'y a pas de moyen de faire autopsie. Donc c'est sûr que si tu tues les Edim Zoïmim, les faux témoins, forcément c'est que tu supposes que la personne qu'ils ont voulu condamner, c'était une personne qui était en bonne santé. Encore quelques lignes. Rav Shi Amar, Atem Shrita Atzma. Rav Shi dit dans Shrita, toutes les shritot. Donc quand tu as fait une shrita, tu vérifies si ça a été coupé. Peut-être qu'à l'endroit du couteau, eh ben, la trachée ou l'œsophage était percé. Damar, Menashrot ve'achol, ve'ilchou shemaim comme nekashachit, et la mshumnar, Menazil bataruba, Amar Ravashi, Amrita, Nishmata kameh de Rav Kana, V'amana Rav Kana, kameh de Rav Shimi, V'amana V'dima, Echad efshar, Echad efshar. Là, m'a dit, tu as raison. Tu m'as amené beaucoup de cas de figure où tu m'as prouvé qu'on est forcé de s'appuyer sur la majorité. Mais peut-être tu t'appuies sur la majorité quand tu n'as pas le choix, quand tu n'as pas la possibilité de vérifier. Comme par exemple dans la shrita, tu ne veux pas vérifier si à l'endroit du couteau c'était... Mais quand tu peux vérifier, vérifier, tu ne t'appuies pas sur le rov. Et tant que tu n'as pas vérifié, tu ne t'appuies pas sur le rov. L'agma a dit, forcément tu es obligé de dire cette svara. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Meir, on est d'accord que Rabbi Meir il a une règle, Chayish le miouta. Rabbi Meir il est connu pour défendre cette position qu'on craint la minorité, on craint la possibilité même si elle est infime. D'accord? Et donc quoi? D'après Rabbi Meir, il devrait craindre qu'à l'endroit du couteau, c'était percé. Et Rabbi Meir, comment il mangeait le korban de Pessah? Rabbi Meir, comment il mangeait les korbanot? Forcément, c'est que la shrita, au moment de la shrita, à l'endroit de la shrita, du fait que c'est un endroit qui n'est pas vérifiable, et ben on s'appuie sur le rov. Achanami de l'achid bisra, vechitema achanami, Pessah vekodashim ma'ikaleema, elacha de efshar, echad de efshar, achanami, echad de efshar, echad de efshar. Donc là, comme on a dit, forcément, on va conclure cette a priori, qu'on a une preuve de dire qu'on est forcé de penser que quand on peut vérifier, et on doit vérifier, et quand c'est invérifiable, et on s'appuiera sur la majorité. On revient sur ça, la Gemara, Bezrat Hashem, Daf Yud Bet, Bezrat Hashem demain.